Alors, Villeneuve-sur-Lot, nous sommes dans les belles régions. Tu aimes d'ailleurs le Un rugby. peu plus Hein. au nord que le Gers. Mais Voilà. tu supportes Agen en rugby, non? Oui. Armandie, ça te fait rêver le stade? Bah, aujourd'hui, ça fait un peu moins rêver, quoi. Ouais. C'est un peu triste. Ouais. Ça a été quand même le grand club, on va dire. Quoi, hein. C'était le grand club. Ouais. Ouais. Alors, tu es issu d'un milieu modeste, hein, Je dirais pas jusque-là, mais de la classe moyenne. Ouais. classe moyenne, quoi. Ouais. Bon. Et donc, tu fais Sciences Po Bordeaux, Mhm. après un DEA donc à la Sorbonne. Et dans ta famille, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, tous. Hein. Il n'y en a pas 50 milliards, quoi. Hein. Bon. Et ta première vie, tu es dans le disque, Pathé, Canal+, raconte-nous. Oui, dans le privé, chez Warner, puis Pathé, Canal, et puis ensuite, on me propose de partir au ministère de l'Industrie. Alors, En François Loss. 2006. Ouais, François Loss. Ça a été bien une belle aventure, ça ou pas? Génial, c'était vraiment un très bon ministre, un X-Min, catho, père de 6 enfants, alsacien. Donc vous prenez l'inverse et vous me trouvez moi. Alors, ensuite, tu as fréquenté également Christine Albanel. C'était une belle aventure, ça ou pas? Génial, et je le raconte dans le livre. C'est quelqu'un pour qui je garde beaucoup d'affection. Frédéric Mitterrand. Pareil, une autre aventure, plus rock'n'roll, Mm. parce qu'il est assez rock'n'roll, mais voilà, une personnalité hyper riche. Ouais. 2010, donc il a 33 ans, Mathieu, tout petit, tout petit. Tu es un patron de l'INA. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'INA, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le petit logo blanc, voilà, c'est toutes les archives de la radio et de la télé. Et donc là, ton meilleur et ton pire souvenir de cette période qui va durer quelques années? 4 ans, le meilleur souvenir, la signature d'un accord avec YouTube. On était les premiers en 2011 à lancer des chaînes thématiques sur YouTube, bien avant toutes les chaînes de télévision. Et aujourd'hui, vous pouvez voir toutes ces chaînes facilement. Pire souvenir, c'est les contrats qui m'ont poursuivi ensuite et on va y venir. Alors 2014, donc changement de décor, Radio France. Alors comment fait-on pour être nommé président de Radio France? C'est du copinage? Il faut envoyer son dossier écrit au CSA, à l'ARCOM maintenant. Donc le dossier arrive bientôt d'ailleurs. Je crois que l'appel à candidature arrive à partir de septembre-octobre, si j'ai bien compris. Dossier stratégique. Ensuite, si vous êtes retenu, vous passez un oral devant les 9 membres. Et puis après, bon courage. Alors tu arrives, donc le budget était autour de 580 millions d'euros, et là il faut le baisser de 20 millions. Donc tu arrives pour faire le ménage. Déjà ça commence pas bien, Je suis pas arrivé pour non? ça en fait. Je suis arrivé avec des vrais projets de développement, mais c'est vrai que mon cadeau d'arrivée, c'est 20 millions en moins. Alors 20 millions sur 580, vous allez me dire, bon, c'est facile. Le problème, c'est que comme Radio France est une maison, et il y a une ancienne DRH de Radio France, pas de ma période, qui est là ce soir, Catherine, que je suis content de retrouver, c'est une maison qui produit tout en interne. Donc les 2/3 du budget de Radio France, c'est les people. Et vous êtes dans une entreprise publique de médias, une maison de verre, c'est ce qu'on se disait, donc tu ne vires pas les gens comme ça. Alors tu as fait bouger les choses, hein, notamment il y a eu plus de femmes qui sont arrivées, enfin, tu as changé radicalement les choses, on va le dire. On a changé par exemple 70% de la grille de France Inter en arrivant, donc c'est vrai qu'on ne se fait pas que des amis quand on sort pas mal de gens. J'ai nommé 4 femmes à la tête des chaînes, sachant qu'il y a 7 chaînes, il n'y avait que des mecs quand je suis arrivé, mais ça gênait personne. Ouais. Voilà. Et là, il y a beaucoup de baronnies, les syndicats, tout ça, là, tu en parles aussi un peu dans ton livre? Beaucoup de baronnies dans le réseau France Bleu, baronnies effectivement syndicales, chez les journalistes, chez les techniciens. Il y a plein de métiers aussi. Quand je suis arrivé, je raconte dans le livre, qui me surprend, on a un service de clés, un service de serrurerie. Alors qu'en fait, toutes les portes sont en train d'être faites pour avoir des badges magnétiques, mais on a quand même un service de serrurerie avec des armoires à serrure. Tu sais, l'armoire où tu ouvres les portes et ça, tu n'en finis pas d'ouvrir des portes à clé. Alors, est-ce que pour t'accompagner dans cette transformation de Radio France, les politiques ont été sympas? Tu vois, Philippe Petit, tu as déjà donné une réponse. Pellerin, déjà donné une réponse, c'est 20 millions Manuel d'euros Valls. en moins. Et puis les autres, je vous renvoie vers le livre parce que je leur ai rendu ce qu'ils méritaient, c'est-à-dire une certaine vérité, effectivement, de la brutalité, du côté, je pense, le plus difficile avec l'État. Tous les actionnaires sont compliqués, mais l'État, c'est les injonctions contradictoires. On vous demande de faire plus grand public, mais de maintenir la qualité, c'est la moindre des choses. On vous demande de faire du digital, mais surtout de ne pas supprimer de chaînes historiques. On vous demande toujours de faire plus avec moins. Et de préférence, si on peut changer d'avis dans la même année, c'est mieux. Voilà, donc moi j'ai proposé la stratégie à long terme. Quoi, voilà, c'est la stratégie à long terme. Et moi j'ai proposé par exemple d'externaliser un des 2 orchestres, puisqu'il y a 2 orchestres à Radio France. Ne me demandez pas pourquoi il y en a 2. Il y en avait 4 avant, donc il y en a 2. Et effectivement, au début on me dit c'est bien, c'est une bonne idée. Puis finalement, la femme du Premier ministre, qui à l'époque est violoniste et qui a des amitiés parmi les orchestres,
lui souffle quand même, c'est pas génial pour ses copains violonistes finalement. Donc on me dit, mais non, ton plan, l'orchestre c'était bien, mais finalement c'est pas si bien. Donc maintenant il va falloir changer les chaînes, mais surtout tu n'en supprimes aucune. Donc en fait ça c'est vraiment les injonctions de Débrouille-toi, l'État. quoi. Ouais. Voilà. Alors, ça fait quoi d'avoir un bureau à 105 000 euros de travaux, Mathieu? Bah en fait, quand tu le découvres, tu te dis ça fait pas mal d'argent. Voilà, Oui. 35 000 euros de menuiserie. Après, en même temps, si vous avez fait des travaux chez vous, Oui, ça va vite. Hein. la menuiserie, ça va assez vite. Voilà, et ça, c'était le petit cadeau effectivement que un syndicat en 3 lettres m'avait réservé juste avant le lancement d'une grande grève. Alors, raconte-nous, quelle est ta relation avec notre syndicats président actuel? Professionnel. Non, mais la vérité vraie, là, on est entre La nous, vérité vraie, la vérité pas ce qui est vraie. écrit dans ce bouquin, qui est un excellent bouquin en demeurant, Mathieu. Mais si j'avais voulu vendre peut-être 200 000 livres... Vous avez le même âge, 43 ans, ça, tous les deux? 45. 45, alors, lui, fin d'année, moi je suis des débuts d'année, mais ouais, c'est vrai petit que jeune, quoi. Voilà, c'est un petit jeune. Ouais. Non, mais je reviens évidemment sur cette rumeur et sur la complexité de tuer une rumeur, parce que les gens ont envie d'y croire, même quand elle est fondée sur rien. J'ai ma propre grand-mère, je le raconte, qui a 80 ans, 79 ans à l'époque, qui reçoit elle-même un mail où elle me dit, écoute mon chéri, j'ai reçu un mail où on dit qu'il y a une photo qui va sortir de toi avec Emmanuel Macron dans un bois, en train de vous tenir dans la main. C'était pas une photo hardcore, mais c'était très précis. Si, il fait des suppléments la nuit. C'était là. très précis. C'était très précis. Et moi, j'ai eu quand même pendant plusieurs jours, même quelques semaines, des paparazzis qui planquaient en bas de chez moi pour prendre des photos à la sortie de chez moi pour voir si quand même il n'y avait pas Emmanuel Macron qui rentrait chez moi. Alors il se trouve que pour la petite histoire, il y avait un de mes cousins qui travaillait dans l'agence Best Image de Mimi Marchand, donc vous avez déjà entendu parler, donc ça c'est vraiment le hasard. Et c'est mon cousin qui me dit, écoute, il faut que je te dise, on a des photos d'en bas de chez toi. Et je dis, mais en même temps, finalement, ce sera la meilleure preuve qu'il n'y a rien à trouver. Ouais. Donc non. Et non. Ah mais est-ce que non. Alors c'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Donc, hein, si vrai. vous lisez le livre, vous comprendrez que c'est pas mon genre. Et alors donc ça a duré 4 ans, c'est ça? Radio France. Oui. 4 années. 4 années compliquées. T'étais usé, t'étais lessivé, t'avais un côté injuste, t'avais envie de les tuer tous? Non, usé non, parce que à la fin, je me disais que même si la fin est triste parce qu'elle n'est pas choisie, qu'on quitte une équipe, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants dans cette salle. Quand on est un manager, s'entourer des meilleurs collaborateurs, c'est le truc le plus compliqué. Et moi, j'avais vraiment une Dream Team, je n'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, ma successeur qui était dans ce Dream Team les a gardés. Et ça, c'était le plus dur, c'est de dire, bordel, c'est compliqué de trouver une équipe top, complémentaire, avec des femmes et des hommes qui vraiment sont les bonnes personnes aux bons endroits. Et tout ça s'arrête pour des trucs qui n'ont rien à voir en plus avec Radio France, puisque je le dis, c'est condamné en première instance pour des contrats qui datent de la période de l'INA, où en fait on n'aurait pas respecté les codes des marchés publics, les appels d'offres. Donc comme moi je suis le signataire, mais finalement c'est moi qui fais, et j'assume en tant que mandataire social. Mais quand même il y a un sentiment de gâchis. À la fin, un sentiment de fierté aussi, parce que les audiences, vraiment les audiences d'aujourd'hui de Radio France, c'est cette équipe qui l'a faite. C'était ça que je voulais rappeler aussi dans ce livre. Voilà, c'est un travail qui vient de loin. Et c'est un travail qui aujourd'hui a payé. Et au fond, ça a été dur, mais j'ai jamais lâché pour 3 raisons. La première, c'est que je pensais que mon projet était le bon. Voilà, donc c'est vraiment la conviction que c'était le bon projet. La deuxième, c'est que j'avais la bonne équipe. Et la troisième, c'est que j'avais une vie privée qui m'apportait l'équilibre nécessaire pour pas se faire emporter par la lessiveuse. En plus, tu es un garçon droit, parce qu'on vient de voir en te disant, la personne qui est passée après vous, là, elle a 40 000 euros là, de taxi, et tu dis, tant pis, je m'en occupe pas, voilà, point barre. Mais c'est pas mon sujet. Ouais. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, voilà. Non, mais t'aurais pu te venger, t'aurais pu dire, tiens, poulette, toc toc. C'est pas mon truc. Voilà, on m'a apporté ces documents. Où, ok, elle abuse sur les taxis, mais moi, j'allais pas balancer. Alors, G7 l'aime beaucoup, beaucoup de miles. Ouais. Donc, tu n'as pas rebondi là-dessus, c'est chacun son truc, quoi. Non, chacun son truc. Enfin, moi, j'avais pas envie, en plus, de mélanger ce qui était un vrai abus de sa part, utilisé par sa famille et par elle-même, et mes propres affaires qui n'avaient rien à voir. Alors, juste un truc, Mathieu, ce livre, Jeu de pouvoir,
tu le sors quelques années après les faits, là. En fait, on a presque tous oublié ce qui s'est passé. Pourquoi tu ressors ça? Parce que je voulais laisser passer le temps, parce que déjà j'ai eu ma vie d'entrepreneur avec Magellan, voilà, qui a commencé très très vite, parce que je pense que je voulais laisser aussi passer le procès en appel, puisqu'en appel j'ai été relaxé pour la moitié des faits, donc j'ai été condamné à une amende. Donc c'était pas 100% de relax, mais j'avoue que le fait de ne pas avoir cette peine de prison avec sursis qui était vraiment infamante, et comme le dit Frédéric Pechnard, l'ancien directeur général de la police nationale, un soir on dîne chez des copains ensemble, lui, tu sais, il y a deux endroits où il ne faut pas avoir allé dans la vie, c'est l'hosto et la justice, parce qu'on ne sait jamais comment on en ressort. Et je trouvais que c'était assez juste. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à la justice, vraiment, je ne vous le souhaite pas, parce qu'il y a un côté, je ne dis pas que, mais il y a un côté plouf-plouf. Voilà. Et surtout, la première instance, tu as des magistrats qui, grosso modo, se disent de toute façon, il y aura toujours l'appel. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien dans des affaires récentes, la présomption d'innocence, ça n'existe plus. On est dans un tribunal médiatique, on est dans un tribunal des réseaux sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut effectivement, aujourd'hui, il suffit de déposer plainte et maintenant, on est condamné en fait. Qu'on soit ministre ou pas. Voilà, il y a une présomption de culpabilité. Et en fait, toute la justice repose sur démonter la culpabilité, alors qu'en fait, on a un système judiciaire qui n'est pas un système américain, qui repose sur l'inverse. Donc ça, c'est un truc qui est humainement, qui est quand même très, très dur à vivre. Et s'il y avait une chose que tu n'aurais pas dû faire, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur lequel tu dis, bon là, j'ai déconné? Probablement mon attitude perso, parce que je pense que ce livre, il était là aussi pour raconter qui je suis. Tu as parlé de mon parcours personnel. Ce livre, il est dédié à mes grands-parents, parce que c'est des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie. Mes parents sont très présents aussi, donc je voulais aussi raconter qui j'étais, me montrer aussi sur un jour tout à fait, voilà, comme tu me connais toi, mais je pense que quand on ne me connaît pas, j'avais cette image assez arrogante, assez distante. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Beau mec, jeune, arrogant, non, ça marche bien. C'est pas parce que je suis du Sud-Ouest que je vais vous taper dans le dos et dire viens, on va partager une chocolatine ensemble. C'est pas mon truc, quoi. Je veux dire, les amis, c'est les amis, le boulot, c'est le boulot. Et j'avais envie effectivement de montrer qui j'étais. Et probablement, si je refaisais le truc, c'était de montrer à l'entreprise que je l'aimais davantage, parce que c'est une entreprise qui est très à fleur de peau, très humaine, très sensible. Et je pense que c'est ça, à 37 ans, qui m'a manqué. Plus d'empathie. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les coups qu'on reçoit, avec la patine de l'âge, avec les expériences différentes. Ça va mieux, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est 24, 25 chez Magellan, donc je suis beaucoup plus près des équipes. C'est que des petits jeunes. Il y a un autre projet. Ouais, il y a un autre projet, c'est une autre façon de manager, et ça m'a fait beaucoup de bien. On a reçu il n'y a pas très longtemps Serge Trigano, qui est aussi un fidèle du club depuis longtemps, qui m'a dit en 97, je suis viré du club Med, mon téléphone, on m'appelait tout le temps, là, puis personne m'appelait. Mais personne m'appelait. Et tous ceux qui m'ont dit appelle-moi, j'appelle, ils ne me répondaient pas. Toi, tu as eu des copains ou tu as plein de gens qui t'ont lâché en te disant... Non, beaucoup, ça m'a fait très plaisir. J'ai eu plus de SMS quand je suis parti de Radio France que quand j'étais nommé. Alors que généralement, les gens ils font plutôt signe quand vous êtes dans un poste de pouvoir. Donc non, c'était une période... assez chouette. Magellan, alors on parle de Magellan quand même, parce que ça, t'en parles dans le livre aussi ou pas? C'est toute la fin, bien sûr. Je parle de Magellan, de cette aventure. Donc 2018, 2018 le concept. début qui de levée de fonds. Qui est client Magellan pour l'instant? Christopher, non? Il y a quelques abonnés. Très bien. 2, 3, parfait. C'est une application donc, de podcast. On produit nos propres contenus. Donc on est un studio. Et on est aussi d'application, donc on a créé toute la tech propriétaire. Et c'est un petit modèle par abonnement. Voilà. Mais il y a plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme type de discussion, d'exclusivité? On peut avoir, tout est exclusif chez nous. On peut avoir à la fois des programmes éducatifs pour les enfants. On va pouvoir avoir des affaires criminelles, ça marche toujours bien. On a des masterclass qui marchent très bien aussi. Qui a tué Manuel Valls? Voilà. Non, mais tu vois, l'affaire Cahuzac, par exemple, c'est un des programmes qui a le mieux marché. Maurice Lévy aussi, par exemple. On a une masterclass de Maurice Lévy. On a un très bon programme avec Christophe Rocancourt par Christophe Rocancourt. Yes. C'est pas une masterclass, c'est voilà. Voilà, donc on a des programmes très très variés, plus de 400 programmes, 2000 épisodes, et on en sort toutes les semaines des nouveaux. On a un très joli partenariat avec Que sais-je, donc on fait les versions audio de la collection Que sais-je. Un très bon Que sais-je. Et là, comment ça va? On s'abonne? On s'abonne. Voilà. Télécharge l'appli. Si vous êtes chez Bouygues Télécom, je fais de la pub pour Bouygues. Qui est chez Bouygues de ce genre? Très bien aussi. Oui, voilà. Vous avez un forfait. Il n'y a pas beaucoup de clients là. Un forfait spécifique pour Bouygues, qui est un de nos beaux partenaires. Oui. Et puis des nouveautés qui vont arriver dans les jours à venir que je ne peux pas révéler ce soir. Juste un petit scoop là. Non, mais voilà. Tout petit là. La maison va encore évoluer. Tu fais une émission spéciale sur Emmanuel, un truc? Non, on a déjà fait des choses sur la campagne présidentielle. Ouais. Voilà. Et donc là, tu gagnes des sous avec les abonnements.
Tu as d'autres types de ressources, Mathieu? On ouvre à la pub aussi Mmh. pour avoir une partie gratuite financée avec de la pub. Pour l'instant, donc toute la partie gratuite est sans pub, le temps d'avoir un volume assez important. Mais effectivement, c'est le modèle qui aujourd'hui pour les plateformes, question de pouvoir d'achat oblige, s'impose, c'est d'avoir effectivement aussi une offre d'accès gratuite avec de la pub. Et puis si vous voulez pas la pub, accès illimité, vous avez l'abonnement, voilà, 4,99 ou 29,99. Et pour lancer ta boîte 2018, donc il fallait un petit peu de sous, donc tu as levé quand même en cumulé un montant de 10 millions. 10 millions. Avec Qui a donné les sous? Euraseo, avec BPI France, avec une douzaine de business angels aussi. Et avant les questions, donc il y a M. Big Fernand qui a posé une question, M. Harcourt et M. Turbo. Côté gastronomie, parce que tu as été hyper fit, mais tu adores bouffer, tu adores boire. Oui. Tes 2 meilleurs souvenirs de resto de ta vie, après on te demandera avec qui, et puis après, donc les 2 meilleurs souvenirs de vin. Alain Passard, à l'Arpège, première fois. Dingue, en 98 ou 99. Première émotion énorme, quoi. Énorme, énorme sur la cuisson, sur les textures, assez incroyable. Et deuxième expérience, je pense que c'était au Grand Véfour pour les 50 ans de ma maman. Voilà, on était tous les 3 avec mes parents. Et là aussi, Guy Martin, très beau souvenir. Hélas, la maison a un peu changé, mais très grand souvenir. Puis le lieu est un lieu d'histoire merveilleux. Donc ça, c'est de très très beaux souvenirs. Et puis après, il y a des souvenirs plus fréquents, plus simples. Moi, je suis un fan des bibes gourmands. Donc généralement, je passe mes vacances en ayant repéré les bibes gourmands. Donc il n'y a pas très longtemps, à Madrid, un resto galicien. Dans le centre, mais parce qu'on en parlait, de Madrid, où on s'est absolument régalé avec du poulpe, avec vraiment un resto galicien incroyable. Et côté vin, Mathieu, parce que tu adores le vin. Côté vin, donc je suis bordelais, mais j'adore le Bourgogne, donc j'ai hâte de pouvoir le dire. Un très grand souvenir d'un Corton Charlemagne qui était servi à la fête de la presse qui est organisée par l'UMA, figurez-vous. On boit du Corton Charlemagne à l'UMA. Nos amis communistes ont de très bons amis en Bourgogne et on a toujours bu à ce dîner qui est la veille de la fête de l'UMA qui regroupe toute la presse française. Toujours de très très bons vins et effectivement ce Corton Charlemagne grande émotion aussi, quoi. Et puis il n'y a pas très longtemps un très bon Aubryon, Aubryon blanc 2010, incroyable. Grande émotion, quoi. Ouais, très bien. Qui déguste régulièrement des hamburgers chez Big Fernand? Juste pour voir s'il y en a plus qu'il faut chez Guy Martin ou pas. Est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question pour Mathieu. Donc, tu as dirigé une grosse entreprise, mais qui ne fut pas la tienne. Et là, tu diriges une petite entreprise qui est la tienne. Qu'est-ce qui te manque le plus de la grosse entreprise que tu dirigeais? Et qu'est-ce que tu ne regrettes pas avoir quitté en t'occupant maintenant d'une petite boîte aujourd'hui? Pour de vrai. Alors pour de vrai, ce que je ne regrette pas, c'est le côté très syndicalisé du public et l'État aussi. Je les mettrai à égale distance. Et ce qui me plaît, ce qui me manque, c'est la puissance. Parce qu'effectivement, créer une marque, créer une habitude, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens. Donc, quand je suis arrivé à Radio France, je leur ai dit, vous savez, vous avez dans vos principaux atouts, le principal, ou les principaux, ce sont vos marques. Ça leur a fait un tout bizarre, parce que c'est pas une maison, il n'y avait pas de direction de marketing quand je suis arrivé en 2014. Mais il y avait la serrure quand même. Mais il y avait la serrure, il y avait aussi la ferronnerie que je raconte dans le livre. Donc la puissance, et je pense que quand on part de tout, créer une marque, c'est quand même un truc marque B2C en plus. C'est quand même un truc qui est assez dur. Et quand tu arrives et tu diriges des boîtes qui ont déjà des marques puissantes, qui sont référentes comme ça, Harcourt, on voit bien ce que c'est. C'est quand même un truc assez dingue. Monsieur Harcourt, est-ce que tu es abonné Magellan? Parce que là, c'est bien le bouquin, mais... Dès demain matin, pas pour l'instant. Dès ce soir. Dès ce soir. Contrôle tout, attention. C'est vrai. Oui, la question est la suivante, c'est un petit point de détail, mais quelqu'un qui travaillait pour une des chaînes de Radio France m'a dit un jour que la plupart des chaînes pourraient fonctionner pendant 5 ans sans acheter la moindre émission, la moindre heure de télévision ou de radio, tellement le groupe est riche et a acheté de choses. Est-ce que c'est vrai? À la télé, la grosse différence entre la télé et la radio, c'est que la télé achète quasiment tous ses programmes, sauf l'info, qui est produite en interne chez France Télévisions.
La radio, tout est produit en interne. Donc si tu n'as personne pour faire la radio, Il n'y a rien, quoi. mais il n'y a rien. Ouais. Tu as du vide. Donc pour le coup, c'est vraiment... Et c'est pour ça que les coûts de structure sont très rigides. C'est vraiment des coûts de personnel. C'est à la fois les gens d'antenne, c'est tous les gens qui préparent les émissions, qui les écrivent, c'est les techniciens qui les font. Donc vraiment, c'est ça qui est fascinant à Radio France, c'est qu'on fait tout en interne. Alors que la télé, tu es quand même un gros chèque. Et donc, tu as un gros carnet de chèques sur pattes. Tu lâches 500 millions par an à tout un tas de gens. Si tu commences à leur en lâcher moins, ils vont appeler Matignon, ils vont appeler l'Élysée, ils vont appeler la rue de la Palois. C'est l'enfer. À Radio France, on produit tout en interne. Et donc ça vous donne une vraie capacité. Quand je dis on arrive avec Laurence Bloch en 2014, 70% de la grille de France Inter change. À France Télé, tu arrives, tu as déjà toutes les commandes de tes prédécesseurs de 2 ans avant. Impliqué, il va falloir que tu diffuses. Donc ça, c'est vraiment le changement. Et c'est ça qui était formidable, c'est de pouvoir faire tout soi-même. Ce que c'est génial quand il y avait des grèves, parce qu'il y a des petites musiques, là, ça coûtait La rien. playlist, ouais, la semaine dernière. Non, ouais. ça coûte très cher parce que c'est des coûts SACEM. Ouais. Voilà, c'est des coûts SACEM. Cher, quoi, alors, Monsieur Turbo, après Christopher, tu as posé une question. Et puis après, je pense que tout le monde veut aller dîner, non? On va passer à table, effectivement. Moi, je n'ai pas de question a priori, sauf vis-à-vis de Mathieu. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans pour des organismes de radio privés, Europe 1, RTL, donc je vous tire mon chapeau d'avoir résisté à Radio France, parce que nous, les grèves, les syndicats, on ne connaît pas. Ouais, mais ils ne sont pas tous à gauche à Radio France, ou il y en a quelques-uns tu étais le plus à droite de tous ou... Non, il y a de tout, mais bon, je pense que globalement, c'est quand même une maison progressiste. C'est très nups. Alors, Christopher, tiens. Christopher, t'as voté pour qui d'ailleurs, toi, à la députation? J'ai oublié son prénom. T'as oublié son prénom, quoi. C'est un pote de Mathieu ou pas? Ouais, ils sont très copains. Apparemment, ils sont très copains. Ouais. Non, moi, j'avais pas prévu de question, mais je vous en posais une. Vous êtes entrepreneur. Moi, j'ai été dans une autre vie. Vos ambitions demain pour Magellan, parce que vous attaquez un marché qui est complexe et hyper tendu. Vous n'êtes pas le premier, certainement pas le dernier. Donc, où vous voulez aller? Grandir. Et pour grandir, il y a 2 solutions. Soit vous levez des fonds, vous continuez à lever des fonds, et je pense que la période est compliquée. Et nous, on pense que de toute façon, sur notre marché, qui est encore un marché qui est peu mature, c'est un modèle qui est difficile. On a un homologue danois qui a levé 10 fois plus que nous. Mais on est sur notre marché où la capacité contributive à payer est quand même beaucoup plus important. Donc je pense qu'effectivement, ça fait déjà plus d'1 an qu'avec Arthur Perticos, qui est mon cofondateur, on s'est dit que le côté croissance éternelle à perte, c'est probablement trop tôt ou trop tard. Et donc c'est un rapprochement industriel. Et donc je pense qu'on est dans une phase de consolidation, de build-up, parce qu'on a besoin dans les contenus d'avoir une taille critique. Regardez TF1, M6, TF1, M6 ensemble. C'est bien, ça va faire 2,5 milliards de coûts de grille. Vous voyez ce que Netflix investit par an, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc je pense qu'en France, on a besoin maintenant d'avoir des champions locaux, régionaux, internationaux. À mon avis, c'est cuit. Mais on a besoin de créer ces rapprochements. Et nous, c'est ça qu'on va aller chercher. Le mari d'Éric, dont j'ai oublié le prénom. Et puis, merci. Et puis après, Jean-Michel Charpentier. Bonsoir Mathieu, Pierre-Marc Dufraisse. Juste une question. On a parlé des radios privées, de la télé privée, des radios, Radio France, public. On sent de l'aigreur, on sent de la passion dans ton discours. Il n'y a pas d'aigreur, non. Et dans le livre, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas d'amertume, justement parce que le temps est passé. Mais maintenant, ma question, c'est pour ou contre la suppression de la redevance de l'audiovisuel? Alors moi, j'ai... T'as 3 heures, Mathieu. Ma position, elle est connue. J'ai fait une tribune il y a au moins 2 mois dans Le Monde sur le sujet pour dire que ça allait fragiliser l'audiovisuel public. Donc moi, je pense que c'est une mauvaise décision. C'est une décision pouvoir d'achat, mais en fait, les 138 €, va bien falloir les retrouver quelque part. Ouais, on est riche. Voilà. Et surtout, je pense que c'est une mauvaise décision parce qu'elle ne donne pas la visibilité aux entreprises qui sont quand même, comme je l'ai dit, des entreprises avec des coûts de structure qui sont rigides. On ne peut pas faire un plan de départ comme ça à Radio France, comme on vire des gens quand on est en déficit dans une boîte privée. Ben voilà, tu fais un plan de sauvegarde de l'emploi.
dans le public, on fait des ruptures conventionnelles collectives maintenant. Catherine a fait la première à Radio France. Ça s'est bien France passé Télé, France Télé. Ça s'est passé alors. France Télé en fait. Donc je pense que ça va fragiliser, ça ouvre en plus la boîte de Pandore à tous les lobbies qui vont venir déposer leurs amendements au Parlement tous les ans. On me dit qu'il y a un financement pluriannuel qui est garanti, mais il ne sera jamais garanti puisque constitutionnellement le Parlement vote la loi de finances tous les ans. Ouais. Donc on va voir. En même temps, maintenant, il faut trouver la majorité qui va voter cette suppression de la redevance. Comme m'a dit ma mère il n'y a pas très longtemps, tiens, j'ai entendu François Ruffin, je me suis dit qu'il était d'accord avec toi, ça ne doit pas arriver si souvent. Je dis, t'as raison. Dernière question, Jean-Michel Charpentier, qui est le plus ancien adhérent du club, qui est membre depuis 31 ans, qui paye rubis sur ongle sa cotisation depuis 31 ans. Donc merci Jean-Michel. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous m'avez rajeuni parce que j'ai commencé en 1969 à la maison de la pas né, radio. Mathieu. À l'époque, sur effectivement France Inter, on faisait une émission qui s'appelait Bonjour tout le monde. Donc, on se baladait à travers le monde entier. Et ce que j'ai retenu effectivement de cette maison, alors à l'époque il y avait la partie télévision aussi, parce que vous n'avez plus de partie télévision dessus maintenant. Oui, mais pour le coup, moi je suis favorable pour revenir à la redevance. Je pense que si elle est supprimée, il faut en profiter en fait et en faire l'occasion de fusionner les entreprises. Grande maison. Pour revenir, alors non pas à l'ORTF, parce que l'ORTF, il y avait quand même un côté aussi prise en main du pouvoir, et je pense que quand même les temps ont changé, mais je pense qu'il y a des économies réelles sur les structures à faire. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une entreprise unique, comme on va avoir un TF1, M6, RTL, comme de l'autre côté, on a Altice, qui a BFM, RMC. Voilà, on a aujourd'hui besoin d'avoir un service public unifié, national, international. Regardez, la BBC fait ses efforts aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra dégager des marges de manœuvre. Enfin, il y avait beaucoup de choses où on était forcé d'aller demander l'autorisation au ministère de l'Information. Heureusement, ça a changé. Ça Même si je reviens dans le livre sur sur quelques pressions que j'ai connues sur la fin de ma période. Bah, juste une pour être sûr qu'il l'achète, le bouquin. Une, vous donnez un truc là, non? François Bayrou, j'ai tout. François Bayrou, bon. Très Très bien, donc jeu de pouvoir, il est épicurien, il est formidable. Magellan, c'est abonnement aussi. Combien ça coûte l'abonnement d'ailleurs? Parce qu'on a vu Harcourt à 4,99 par mois. 4,99, 2000 euros, 4,99 par an. Voilà. On l'applaudit. Merci beaucoup Mathieu, merci à Francis. On passe à table. On va retrouver Dominique tout à l'heure.